Eh bien, on commence. Merci beaucoup, Guillaume, pour ton invitation et bonjour à toutes et tous que je ne vois pas du fait de la lumière zénithale qui nous touche. Donc, je suis Gilles Dassilien, je suis le directeur général délégué aux collections. Je suis totalement illégitime sur ce sujet puisque ma formation de départ, c'est conservateur de bibliothèque. Néanmoins, les conservateurs et les archivistes aiment beaucoup classer les choses, donc s'intéressent forcément à la taxonomie. Je suis avec Violaine Nicolas, qui est la directrice d'unité de l'ISIEM, avec Teddy Bruy, qui se présentera un petit peu plus tout à l'heure, mais qui a porté le projet dont on va vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire ce plan taxonomie pour le muséum. On a choisi en fait de faire cette présentation à trois voix, d'abord pour... Vous m'entendez ? Oui. C'est un sujet qui est vraiment à l'interface de toutes les missions du muséum. Allô, allô, oui. À l'interface des activités de recherche et de collection, avec en même temps une dimension d'innovation, de méthodo sur laquelle on reviendra. Donc, je vais vous présenter les motivations et la méthodologie de cette initiative qui est le plan taxonomie, avec un autre micro, merci. Et puis Violaine prendra le relais pour vous présenter les premiers résultats de cette étude. Et Teddy viendra à la fin pour vous faire une démo d'un outil qui a été développé dans le cadre de ce projet et qui permet d'illustrer de manière assez intéressante les premiers résultats. Juste pour être un petit peu d'entrée de jeu frontale, et comme vous êtes des experts, je tiens à dire qu'on a décidé dans ce projet d'avoir une approche délibérément très ouverte de ce qu'on appelait la taxonomie. En gros, avec mes mots à moi, je veux dire, on s'est intéressé à toutes les activités, toutes les compétences qui permettaient d'observer, caractériser, déterminer le vivant sous ses formes récentes ou beaucoup plus anciennes, de les classer, de les lier, définir leurs liens de parenté. Tout ça dans des perspectives qui peuvent être à la fois des perspectives de production scientifique. Donc on s'est intéressé aux gens qui produisent de la connaissance taxonomique, mais aussi intéressé aux gens qui utilisent ces connaissances et qui, en les utilisant, apportent aussi une valeur ajoutée aux données qui sont associées à la taxonomie. Repréciser aussi que dans le contexte du muséum, en fait, la taxonomie est à la fois un peu partout et nulle part, et c'est pour ça qu'on avait besoin d'une initiative qui la fédère ou qui la regarde de manière transverse. Vous avez besoin de taxonomie, évidemment, pour la recherche. Sans taxonomie, on ne peut pas gérer les collections. Elle est essentielle en appui des politiques publiques dans les activités d'expertise. Elle intervient dans les activités d'enseignement, et elle reste bien sûr au cœur de nos activités de diffusion, dans les expos, etc. Et donc, partant du constat que, voilà, comme tout le monde, et sans revenir sur le constat général d'une érosion des compétences taxonomiques au niveau national, mais aussi au niveau international, du fait que le muséum reste attendu sur cette discipline, sur cette compétence dans beaucoup de contextes, et par rapport à des tas d'échanges qu'on avait avec des tas de collègues, notamment en recherche et en collection, sur le fait que c'est une discipline ou une pratique qui était en déclin. On parle de handicap taxonomique, qui n'était pas assez valorisé dans les carrières académiques, dans les recrutements. On a décidé d'engager un plan qui commence par une enquête. Donc les objectifs de ce plan qu'on va retrouver en fin de présentation aussi dans les premières conclusions, les premières pistes d'action qu'on a souhaité mettre en œuvre, c'est d'abord essayer d'avoir une vision un peu objective, un petit peu globale, une sorte de panorama des compétences, des expertises qu'on avait en taxonomie au sein du Muséum d'histoire naturelle, dans tous ces services, toutes ces directions et tous ces métiers. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas simplement intéressé au personnel scientifique, on a aussi regardé tous les techniciens qui ont développé de la compétence taxonomique, notamment pour gérer les collections. On s'est aussi intéressé aux collections vivantes, qu'on a tendance à oublier, mais vous avez des tas d'experts en taxonomie, praticiens, parmi les soigneurs, les vétérinaires et puis les jardiniers. Et on a aussi bien sûr regardé la dimension expertise, et en particulier les collègues de Patrinat. Donc on voulait avoir une vision globale, un peu décilotée de voilà, comment ces compétences étaient cultivées, se parlaient ou manquaient dans les différents univers du muséum, avec l'idée, donc une fois qu'on les a identifiées, d'abord de les valoriser,
et voir comment on pouvait les faire évoluer, les développer collectivement. On a un vrai sujet, un vrai intérêt aussi à se poser la question comment apprend-on la taxonomie au-delà de la formation initiale ou continue, quels sont les modes de travail collaboratifs, des ateliers de tri, collectifs, des choses comme ça, des modes d'organisation qui facilitent le partage et l'apprentissage de la taxonomie. On s'est interrogé assez frontalement sur les questions de politique de recrutement, que ce soit sur les personnels enseignants-chercheurs ou sur les personnels ITRF. Et on s'est aussi intéressé à la dimension technologique, puisqu'on parle forcément de taxonomie intégrative, et donc les questions d'outillage, de liage des ressources qui permettent de faire la taxonomie. Voilà, donc ça c'est en gros les 5 composantes que vous allez retrouver dans notre étude et qui vont se retrouver aussi dans le plan d'action qu'on va bientôt proposer à la direction du muséum. Donc là, vous retrouvez un petit peu ces idées générales. Je suis désolé, il y a un petit copier-coller qui s'est baladé entre le point 2 et le point 4. C'est pas qu'on doublonne, mais c'est qu'on a été un peu vite. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, principalement, c'est le point 1, c'est-à-dire une étude qu'on a conduite pendant 1 an. Et c'est Teddy qui était le chef d'orchestre de cette étude à l'issue d'un travail collaboratif où on a défini un protocole d'enquête. Et donc les dimensions ressources humaines et formation. La question des bénévoles, des amateurs et des participants nous a paru très importante à étudier, puisque comme vous le savez, sans bénévoles et amateurs éclairés ou pas, et participants au sens des sciences participatives, il y aurait beaucoup de données qu'on n'aurait pas en taxonomie et beaucoup de taxons qui ne seraient pas connus. Du coup, on a bien intégré cette dimension et ce profil des amateurs et des bénévoles, qui pose aussi question sur sa pérennité et son évolution. Et sur les outils, on a quand même regardé pas mal ce qui était en cours dans la refonte du système d'information du muséum, mais pas que, puisqu'il y a beaucoup d'autres initiatives au niveau européen, national qui se dessinent. Justement, la dimension de coopération, elle est importante. Donc, on essaye d'avoir dans cette étude et de ce plan une vision qui ne soit pas complètement MNHN centrée. Déjà, bien se poser la question de comment, et ça va vous parler, comment ça s'inscrit dans des réseaux de compétences et des réseaux universitaires au niveau national, au niveau français, mais aussi au niveau européen et international. On parle de plans de spécialisation, donc d'institutions qui ont des compétences et des collections dans certains secteurs qui peuvent être du coup des pôles d'excellence. Et pour éviter de dupliquer les efforts, on l'a toujours su, c'est aussi en échangeant avec d'autres pôles d'expertise qui sont ailleurs ou en invitant des chercheurs dans nos collections ou dans nos laboratoires qu'on peut finalement faire le lien entre les points forts des uns et des autres. Et finalement, la dimension de communication et de valorisation scientifique par les publications, mais aussi par d'autres modalités qui nous paraît un levier important pour redorer le blason de la taxonomie. Le questionnaire qu'on a conçu, on a mis pas mal de semaines et un certain nombre de réunions. On était autour de la table des représentants de l'expertise, de la recherche, des collections, de l'enseignement aussi. On s'est posé finalement les questions suivantes. Comment devient-on taxonomiste ? Formation initiale, formation continue, apprentissage sur le tas par les pairs. Quelles sont les modalités aujourd'hui de l'acquisition de cette compétence ? Dans quelle mesure est-ce qu'on contribue en produisant de l'information, du savoir taxonomique versus dans quelle mesure on l'utilise, comment ça se transmet, donc c'est plutôt les modes d'organisation, de transmission. Et puis, ce qui n'apparaît pas là, dans ce questionnaire, on a vraiment souhaité avoir une dimension de discussion, des questions très ouvertes, laisser la parole aux gens qu'on a interrogés pour qu'ils puissent proposer eux-mêmes, identifier à la fois ce qui leur semble être des freins, des obstacles, mais aussi des opportunités, et proposer des idées pour que finalement on travaille ensemble à des pistes pour renouveler la taxonomie. Donc je m'attarde un tout petit peu sur cette diapo avec quelques chiffres et quelques parties pris méthodologiques qui sont importants à bien intégrer par rapport à ce que Violaine va vous présenter. Parce qu'il y a un certain nombre de biais méthodologiques dans cette enquête qu'on assume, parce que c'est une enquête qu'on a voulu assez pragmatique. Donc ce questionnaire qui était assez costaud et découpé selon les grandes thématiques que j'ai évoquées, il a été administré auprès de 189 personnes du muséum, sur la base de 278 personnes qu'on a contactées.
Alors, on a fait le choix, on s'était posé la question au départ de manière un petit peu classique, est-ce qu'on fait un questionnaire en ligne avec le côté auto-déclaratif, etc. Et ce n'est pas la méthode qu'on a retenue, même si elle aurait été beaucoup plus économique, parce qu'on voulait pendant une année qu'au sein du muséum, on ait un cadre où on parle de la taxonomie, où on en discute. Donc Teddy, qui est là, il expliquera dans quel cadre il est intervenu, notamment dans le cadre d'un projet européen qui a permis de financer son support, a interviewé un grand nombre de ces personnes, mais il a aussi eu des relais, des ambassadeurs, des collègues de différentes structures du MNHN qu'il a formés pour l'accompagner et eux-mêmes conduire un certain nombre d'entretiens dans les différentes directions du muséum. Donc là, je vous montre juste en termes d'organisation, notamment pour ceux qui ne sont pas familiers des cycles du muséum. Le département Origine et Évolution, à lui seul, a accueilli 67 personnes de ce département qui ont été interrogées, mais aussi le département Adaptation du vivant. On a un peu boosté pour avoir aussi des représentants du département Hommes et Environnement, puisque dans le domaine de l'anthropologie, de la préhistoire, il y a aussi des besoins et des usages de la taxonomie. La DGD Collection, notamment les techniciens de collection, les responsables scientifiques de collection ont été interviewés. On est allé vers la DGD Musée Jardin Zoo, justement pour interroger les pratiques autour des collections vivantes, animales et végétales. Et au sein de la DGD Rêve, où il y a une multitude d'entités, c'est aussi notamment beaucoup Patrinat et l'expertise qu'on a interrogée, mais aussi des collègues dans les stations marines, par exemple. Voilà. Ça, c'est pour vous donner une idée en termes d'organisation de la population qu'on a interrogée. Et vous avez à l'autre côté le détail plutôt par unité de recherche, mais je ne rentre pas là-dedans. Vous voyez quand même quelque chose auquel on s'attendait, c'est qu'au sein de l'ISIEB, qu'il y a un grand nombre de personnes qui ont été interrogées parce qu'il y a une très forte activité taxonomique dans cette unité en particulier. Donc tout ça a conduit à peu près 180 entretiens. On s'était fixé un objectif entre 150 et 200 personnes. C'est des entretiens qualitatifs qui ont été guidés. Donc toutes les données ne sont pas encore analysées. On va vous présenter en fait une première esquisse d'analyse qui a ses limites. Là où je tiens vraiment à insister sur la partie méthodo, c'est que les résultats et le premier profil d'activité de taxonomiste en fait, que Violaine va vous présenter juste après, c'est le reflet de la population qu'on a interrogée. Voilà. On a essayé de faire en sorte que l'échantillon sur lequel on a travaillé, quand même presque 200 personnes, soit aussi représentatif que possible, mais en combinant des critères qui n'étaient pas du tout évidents à combiner. D'une part, parce qu'on s'est basé sur la base du volontariat, on n'a pas imposé ce questionnaire, donc il y a des gens qui auraient été intéressants d'interviewer, mais qui n'ont pas forcément souhaité le faire, ou qui ne sont pas rendus, ou qui n'ont pas été disponibles pour ça, donc qui ne sont pas dans l'échantillon. On a essayé, un peu au feeling, de voir où étaient les gisements de compétences et d'activités taxonomiques a priori les plus importantes. En cours d'enquête, on a rééquilibré, on a fait un point sur la répartition par unité de recherche, par structure du muséum. On a regardé aussi un peu les âges, on a regardé aussi un petit peu les sexes, hommes-femmes, et on a aussi regardé les types de personnel entre enseignants-chercheurs, personnalité RF, plutôt personnalité RF côté collection, plutôt côté expertise, etc. Donc on a brassé tout ça, donc l'échantillon vaut ce qu'il vaut, il a ses limites, et les données qu'on va vous présenter ne sont que le reflet des données qui sont sorties de cet échantillon. Voilà. Je tiens à le préciser parce que ce sera vrai pour tout ce qui va vous être présenté après, et pour Violaine n'ait pas à vous le redire à chaque fois, ou que dans les questions vous ne dites pas oui mais ça ne tient pas la route d'un point de vue statistique. C'est vrai, voilà, c'est ce qu'on a fait. Et on a aussi, j'ai oublié de dire ça, été attentif à essayer de retrouver tous les ensembles de collections qui structurent l'organisation des collections du muséum pour avoir vraiment une vision assez complète des types de taxons qui sont en collection. Voilà, j'en dis pas plus et je vais laisser Violaine prendre la suite. Donc sur les 181 personnes interrogées, 90 se sont autodéclarées comme étant taxonomistes. Et il faut noter que sur ces 90, il y en avait 8 qui n'avaient jamais décrit d'espèces, mais qui présentaient une vraie expertise en termes d'identification des espèces. Et sur ces 181, 103 ont eu une activité de description au cours de leur cursus, avec au moins une espèce décrite, et pour certains d'entre eux, plus de 100 espèces décrites. Donc les gens qui ont décrit des espèces, par la suite de la présentation, je les appellerai des descripteurs. Sur ces 103 descripteurs, il faut noter qu'il y en a 20
qui ne se considèrent pas comme des taxonomistes. Ils ont décrit des espèces au cours de leur carrière parce qu'ils en avaient besoin pour répondre à leurs questions de recherche, mais ils ne se considèrent pas comme des experts de la taxonomie et donc comme des taxonomistes. Donc par la suite, pour toutes nos analyses, en fait, on les a à chaque fois fait sur 2 échantillons, les 181 acteurs de la taxonomie et les 103 descripteurs. Et en fait, comme les résultats étaient à chaque fois très très similaires, on vous présente aujourd'hui que les résultats obtenus sur les 181. Donc on a essayé de faire un profil type un peu de qu'est-ce que c'est qu'un acteur de la taxonomie au muséum. Donc on a d'abord regardé la répartition par classe d'âge. Et vous voyez qu'en moyenne, le taxonomiste au muséum a 50 ans, ce qui est relativement âgé. On a ensuite regardé la distribution au sein des différentes délégations générales. Donc, comme attendu, on a des acteurs de la taxonomie à la DGD Collection, à la DGD Rêve, et puis évidemment au sein des 3 grands départements de recherche. Et comme attendu, au sein de ces 3 départements de recherche, c'est dans le département Origine et Évolution qu'ils sont les plus nombreux, et principalement dans les unités ISIEB et CR2P. On a ensuite regardé l'ancienneté au muséum. Donc là, vous avez le graphe de l'ancienneté au muséum des acteurs de la taxonomie. Et en moyenne, ils ont 18 ans d'ancienneté, ce qui est beaucoup. Donc ça peut être interprété par le fait que les taxonomistes font carrière au muséum, ou aussi par le fait que la taxonomie demande du temps avant d'être maîtrisée. Et le fait que les enseignants-chercheurs, souvent en début de carrière, privilégient plutôt d'autres types de publications que les publications en lien direct avec la taxonomie. Ensuite, on s'est intéressé sur où est-ce que les gens ont appris la taxonomie. Est-ce qu'ils l'ont appris au cours de leur cursus universitaire ou pas ? Donc on leur a explicitement posé la question, et s'ils l'ont appris au cours de leur cursus universitaire, est-ce qu'ils l'ont appris durant leur bac+2 pour les plus anciens qui ont fait des DUG, au cours de leur licence, de leur master ou de leur thèse. Alors ce qui est intéressant dans cette diapo, c'est qu'ensuite on a fait des tranches d'âge, et vous voyez que pour les plus de 60 ans, en bleu, ils disent ne jamais avoir étudié la taxonomie au cours de leurs études. Par contre, les plus jeunes, les moins de 36 ans, ont en très grande majorité eu des cours de taxonomie au cours de leur cursus universitaire et principalement en master, avec presque 80% qui déclarent avoir eu des cours de taxonomie en master. Et à noter aussi que 46% des interrogés enseignent la taxonomie à l'université. Donc on a bien cette transmission des connaissances au sein des cursus universitaires. Ensuite, on s'est intéressé à la place des analyses génétiques et morphologiques dans les descriptions d'espèces. Donc, ces chiffres concernent uniquement donc, les descripteurs, et on a pris les descripteurs non paléontologues, parce que, évidemment, si on met les paléontologues, il y a un biais vers les analyses morphologiques uniquement. Donc sur les 87 descripteurs non paléontologues, il y en a 77 qui déclarent utiliser les analyses génétiques dans leurs activités et seulement 3% qui n'utilisent que les analyses génétiques. Il y en a 97% qui déclarent utiliser les analyses morphométriques et 23% qui n'utilisent que les analyses morphométriques. Donc ces 2 approches génétiques et morphologiques sont bien présentes au muséum, et une démarche intégrative est vraiment aujourd'hui essentielle dans la pratique de la taxonomie. Alors après, sur ces 23% là, qui n'utilisent que la morphologie, ça dépend vraiment des groupes taxonomiques. Donc, par exemple, les botanistes ont tendance à encore utiliser plus la morphologie que, par exemple,
ceux qui travaillent sur les vertébrés. Ensuite, on s'est intéressé au nombre de descripteurs au muséum vis-à-vis de l'effort de description qu'il reste encore à couvrir dans les groupes taxonomiques. Donc vous avez un certain nombre de groupes, alors c'est complètement arbitraire, c'est hyper critiquable, mais c'était pour vous donner un premier aperçu. Donc les histogrammes en bleu, ça représente le nombre de descripteurs par groupe taxonomique, et les points ou les barres rouges, ça représente le pourcentage d'espèces restant à décrire dans ces groupes sur base des données biblio. Donc il y a certains groupes pour lesquels on n'a pas réussi à avoir des données relativement fiables, donc on ne les a pas indiquées. Alors ce qui est intéressant sur ce graphe, c'est de voir que chez certains groupes, on a un nombre important de descripteurs d'espèces au muséum au regard du pourcentage d'espèces qu'il reste encore à décrire. Donc ça va être le cas chez les plantes. Alors, voilà, chez les plantes. Et c'est le cas aussi chez plusieurs groupes de vertébrés, donc chez les mammifères, chez les oiseaux, chez les poissons. Et évidemment, chez d'autres groupes, c'est l'inverse. Donc, on a un faible nombre de descripteurs au regard du nombre d'espèces à décrire. Donc, c'est le cas chez les arachnides, les champignons, les crustacés ou les mollusques. Alors, évidemment, ça, c'est à pondérer par l'activité de description, parce qu'il y a des descripteurs qui décrivent beaucoup et il y a des descripteurs qui décrivent très peu d'espèces. Donc, on a fait 3 classes de descripteurs. Les petits descripteurs, ceux qui ont décrit 1 à 10 espèces, les moyens, ceux qui ont décrit 11 à 50 espèces, et les grands descripteurs qui ont décrit plus de 51 espèces. Donc là, si on regarde, on voit que les personnes qui s'intéressent aux vertébrés, donc par exemple chez les mammifères, la majorité des descripteurs décrivent relativement peu d'espèces. C'est la même chose chez les oiseaux, où ils ont tous décrit moins de 10 espèces. Et puis, c'est la même chose aussi chez les poissons. À l'inverse, par exemple, chez les insectes, vous voyez que les descripteurs tendent à décrire de très nombreuses espèces dans leur activité. Et c'est aussi le cas chez les mollusques. Donc le but de cette enquête, c'était d'avoir un certain nombre d'informations pour ensuite enrichir le plan d'action. Donc comme je vous l'ai dit, l'analyse des données de l'enquête, elle est encore en cours, c'est des résultats préliminaires. Donc évidemment, le plan d'action, il est encore plus préliminaire. Mais c'était l'occasion, lors de cette présentation, d'échanger avec vous et puis d'avoir un peu vos retours aussi sur ce plan d'action. Donc, il se décline en 3 parties, la formation, la politique de recrutement et puis les outils informatiques. Donc, pour la formation, alors la bonne nouvelle de l'enquête, c'est que la taxonomie, elle semble plus enseignée dans les cursus universitaires aujourd'hui qu'auparavant. Ce n'était pas forcément le sentiment que nous, on avait quand on avait lancé l'enquête au départ. Et 46% des interrogés enseignent la taxonomie à l'université. Donc maintenant, ce qui est en train d'être réalisé, c'est un inventaire des formations et des enseignements de taxonomie en France. Et dans les sources d'informations pour nourrir ce livrable, on a tout le verbatim de l'enquête sur les questions, à l'exception de votre cursus académique, comment avez-vous été formé à la taxonomie et de quelle manière participez-vous à la transmission des connaissances en lien avec la taxonomie. Et il faut noter que cet inventaire des formations et des enseignements se fait également au niveau européen avec Tetris. En ce qui concerne la politique de recrutement, donc on l'a vu dans l'enquête, ça a été confirmé, on le savait, mais ça a été confirmé cette fois avec des chiffres. La population de taxonomistes au muséum, elle est âgée, donc il est nécessaire de recruter des jeunes. On a une volonté quand même ces dernières années du muséum d'y remédier, puisque 2 postes de maître de conférence ont été ouverts sur des profils coloriés collection. On a une chaire de professeur junior qui a été ouverte en fin d'année
sur la taxonomie intégrative à l'heure de la 6e extinction. Et puis, depuis le lancement du plan taxonomie, en fait, nous, directeurs d'unité, quand on soumet des profils de poste, le mot taxonomie, c'est plus un frein, comme malheureusement ça l'était il y a encore quelques années. Donc on ose mettre le mot taxonomie dans nos profils et même dans l'intitulé de nos profils. Donc nous, à l'ISIEB, par exemple, on a un poste qui va s'ouvrir en 2025 où taxonomie intégrative apparaît clairement dans le titre. Donc ça, je dirais qu'on est plutôt sur la bonne voie, mais ceci dit, le nombre de recrutements de taxonomistes, il reste très très inférieur au nombre de départs. Il y en a moins de 1 sur 2 qui sont remplacés ces dernières années. Donc il faut continuer à intensifier les efforts de recrutement et puis il faut avoir une réflexion à l'échelle du muséum sur les taxons qui sont prioritaires pour ces recrutements. Petite insiste, puisque la Violaine a parlé des postes d'enseignants-chercheurs, mais vous dire aussi que du point de vue de la direction des collections, il y a un vrai effort qui est fait du côté des gestionnaires et des techniciens de collection, qui sont aussi souvent des sachants, surtout au bout d'un moment en taxonomie. Et donc, du coup, on a actuellement une politique de formation continue et aussi de recrutement. Donc ça, c'est un petit peu la bonne nouvelle de l'époque, c'est qu'on a obtenu un mécénat de 800 000 € de la Société des Amis du Muséum. Et donc, avec cet argent, on ne va pas acquérir une pierre remarquable, ni restaurer un mammouth. En fait, on a convaincu qu'avec cet argent, on allait recruter des gens. Donc, c'est la première fois qu'on aura un mécénat de cette ampleur sur de la masse salariale. Et donc, ces 800 000 € vont permettre de recruter 10 contractuels techniciens de collection qui vont être fléchés sur des chantiers de collection. Et dans le cadre de leur formation, l'idée est aussi de renouveler un petit peu le vivier des techniciens et de préparer aussi la transmission des compétences. La dimension taxonomique sera aussi importante. Donc, il y a à la fois le volet enseignant-chercheur et le volet ITRF et technicien qu'on regarde. Alors, pour définir ces taxons prioritaires pour les recrutements, donc évidemment le dialogue avec la direction des collections et les UMR est indispensable. Donc on a plusieurs critères qui peuvent être pris en compte. D'abord, quels sont les groupes taxonomiques qui sont présents dans les collections du muséum et qui présentent une importance particulière. Alors cette importance particulière, elle peut être liée à la profondeur temporelle, la couverture géographique, la diversité taxonomique, un fort enrichissement. Enfin, il y a plein de facteurs. L'effort taxonomique qui est nécessaire sur ces groupes versus le nombre de taxonomistes qui est actuellement présent au muséum et l'âge de ces taxonomiques. Donc ça, Teddy va vous présenter rapidement juste après l'outil Navitaxo qui est développé pour avoir des infos sur ce point-là. La taxonomie, en quoi c'est important pour répondre à des questions de biologie évolutive ou des attentes sociétales particulières. Et ça, c'est lié à la dynamique de recherche au sein des UMR, avec notre reconnaissance scientifique dans certaines questions ou sur certains taxons. Et puis, quel est le vivier de taxonomistes? Car ça ne sert à rien d'ouvrir un poste si finalement le vivier il est trop petit. Et la dernière partie, c'est les outils informatiques. Donc, développement d'outils informatiques pour faciliter les études de taxonomie intégrative. Donc ça, on a bon espoir qu'avec la refonte du système d'information scientifique du muséum, ces outils soient vraiment beaucoup plus faciles dans les années à venir. Donc refonte des bases de données collection et mise en place du Data Hub qui permet vraiment de lier entre elles de façon facile par des requêtages, les données taxonomiques, toutes les données d'imagerie, les données génétiques, morphologiques, géographiques, etc. Et mise en place d'outils pour inférer, comparer ou visualiser des partitions d'espèces. Donc il y a l'outil Spart Explorer qui est disponible avec à l'intérieur un certain nombre de logiciels qui permettent soit de produire ces partitions d'espèces, soit de les comparer les unes avec les autres. Voilà, et Teddy, Navitaxo. Merci. Je vais me dépêcher, je vais me présenter brièvement. Donc moi, je suis arrivé sur ce poste en tant que chargé d'études scientifiques. D'abord pour le projet Tetris, qui est un projet européen. Et donc, j'étais en charge de coordonner les différentes tâches dont le muséum était en charge. Il y avait un inventaire des outils utiles pour l'enseignement de la taxonomie,
Il y avait la création donc, de cet outil informatique Smart Explorer, qui est un outil de délimitation d'espèces intégratif. Il y avait aussi un inventaire des cursus académiques proposant de la taxonomie. Et donc le plan taxonomie, avec cet inventaire, donc j'étais en charge de l'inventaire des compétences taxonomiques au sein du muséum. Et donc l'une des premières actions en fait, menées au cours de ce plan taxonomie, ça a été Navitaxo, que je vais vous présenter rapidement. Hop. Voilà, ça devrait marcher. Donc en fait, avec cet outil, on a réussi à présenter graphiquement les différentes compétences taxonomiques qui ont été donc inventoriées lors de ces entretiens. C'est un outil qui a été développé en collaboration avec l'Université de Lyon 1, avec LifeMap, donc ils nous ont laissé donc utiliser cet outil. On a travaillé avec Gaël Clément en tant que sponsor, Myriam Méziou, Simon Chagnou et Joachim Martin, notre développeur, qui travaillent donc aussi bien pour LifeMap que pour Navitaxo, donc ce qui nous permet d'avoir une mise à jour de l'arbre qui est directe. Et donc avec cet outil, on peut voir, hop, on a un arbre du vivant qui est défini avec les taxons qui sont présents sur NCBI. On a donc des branches qui sont plus ou moins épaisses, qui sont surlignées quand on a des compétences. Plus la branche est épaisse, plus on a de personnes qui ont des compétences taxonomiques sur cet arbre. Ce qu'on peut voir, c'est que plus on va vers le bout des branches, plus on aura des branches fines parce qu'on a moins de personnes qui ont des compétences sur ces taxons. Donc là, on peut voir les différents experts. On peut voir si ce sont des gens qui ont une expertise au niveau de la curation ou au niveau de la taxonomie de la recherche. Donc voilà, après il y a des choses assez sympas graphiquement, on peut aller directement sur les taxons, on peut naviguer assez facilement, on a un retour ici. Et ce qui est important en fait, c'est qu'on peut filtrer selon différents filtres, comme le statut administratif, les directions, l'unité de recherche, aussi l'approche taxonomique, est-ce que ce sont des gens qui sont spécialistes de la morphologie ou du moléculaire. Et donc ça, en fait, ça va pouvoir nous aider, notamment en synergie avec le plan taxonomie, à définir où sont les manques, mais aussi où sont les points forts. Ça va nous permettre aussi de voir où sont les compétences au niveau des unités de recherche, quelles sont les branches robustes, est-ce qu'il y a des branches qui sont amenées à disparaître aussi au niveau des compétences, si ce sont des attachés honoraires seulement qui ont ces compétences. Donc pour l'instant, en fait, cet arbre est uniquement rempli avec les données des entretiens du plan taxonomie. Et donc là, on travaille actuellement avec nos développeurs pour développer une intégration des données par template. Donc l'idée, ça serait d'avoir des référents au sein des équipes de recherche qui nous remplissent en fait des Excel et qu'on puisse remplir directement cet arbre pour essayer de viser d'être le plus proche de l'exhaustivité en fait au sein du muséum, et aussi avec une idée peut-être d'aller plus loin que le muséum, donc peut-être au niveau de la France, proposer ça à Tetris. Et donc voilà, c'est encore en cours de développement, mais c'est déjà en ligne, mais on n'a pas encore communiqué dessus. Tout petit complément, c'est un outil qui a été développé en libre. Donc le code est libre, et donc c'est aussi pour ça qu'on souhaite, selon comment se sera approprié, le proposer, soit pour d'autres institutions pour qu'ils l'utilisent dans leur organisation, soit pour des réseaux scientifiques ou professionnels, avec l'idée d'avoir un outil de visualisation globale des compétences sur un périmètre donné. Voilà. Merci à vous.